formulaire, pensant commander un petit déjeuner complet. Elle dut se rendre à la clinique externe pour régler la situation. En chemin, elle croisa Margot, qui ne cessait de parler de son désir d'indépendance et de ses nouvelles acquisitions technologiques pour pallier la solitude. Germaine l'écoutait d'une oreille, songeant au fait que malgré tout son cynisme, elle ne pouvait s'empêcher de vouloir le bonheur de ses enfants. Elle se demanda si elle n'était pas, au fond, une leader mal comprise, comme ce personnage en Syrie dont elle écorchait toujours le nom. De retour à la maison, Germaine trouva Carole et Bruno en pleine discussion. Carole tentait d'appliquer ses théories sur la communication non violente, tandis que Bruno essayait simplement de comprendre pourquoi sa vie amoureuse ressemblait à une mauvaise télé-réalité. Germaine intervint, suggérant que ce dont ils avaient besoin n'était pas de la psychologie, mais d'une bonne dose de réalité et peut-être d'un petit biscuit. Elle finit par avouer à Carole qu'elle avait récupéré le numéro de Tommy Lalancette, ce vieux béguin de jeunesse, pensant qu'un simple coup de téléphone pourrait peut-être réparer les pots cassés du passé. Après tout, les mères Lebrun avaient ce don particulier de vouloir tout réparer, même quand rien n'était vraiment cassé. Chapitre 3 – Le mal mystérieux des Adélard. Le lendemain matin, une atmosphère de tragédie grecque flottait dans le salon des Lebrun, bien que la mise en scène soit nettement plus artisanale. Adélard, le vénérable grand-père, était affalé sur son fauteuil, laissant échapper des gémissements qui semblaient venir du fond des âges. Germaine, armée d'un flacon de désinfectant, elle observait avec un mélange de scepticisme et d'inquiétude maternelle. « Qu'est-ce qu'il y a encore, grand-papa » demanda-t-elle en frottant énergiquement une table basse. « On dirait que tu portes toute la misère du monde sur tes vieilles épaules. »« Je me sens mal, Germaine. »« Je me sens partir, » murmura le vieil homme d'une voix chevrotante. Germaine s'arrêta de frotter et posa une main sur sa hanche. « Tu as 92 ans, Adélard. À cet âge-là, c'est normal de ne pas se sentir comme un jeune premier de 20 ans. Si tu te sentais parfaitement bien, c'est là que je m'inquiéterais, je penserais que tu es déjà de l'autre côté. » C'est à ce moment que Carole fit son entrée, attirée par les plaintes de son grand-père. « Maman? Qu'est-ce qu'il y a? Peut-être que grand-papa est vraiment malade cette fois. Regarde sa mine, il est pâle comme un linge qui a trop traîné dans l'eau de Javel. »« Prends pas de chance, soupira Germaine. On devrait peut-être appeler le docteur Lépine. »« Le docteur Lépine? » s'exclama Carole. « Mais maman, il charge 100 piastres de l'heure, et souvent sous la table. Il revient cher, le grand-père, si on commence à consulter pour chaque petit bobo. » Germaine hocha la tête, faisant mentalement ses comptes. C'est vrai qu'il est dispendieux. Mais bon, au moins il est assuré pour ses funérailles, alors on ne perdra pas tout s'il décide de nous lâcher entre deux visites. « Maman? » s'indigna Carole. « Comment peux-tu dire ça? »« D'accord, je vais l'appeler, ton docteur au doigt dehors. Mais je suis sûr que tout ça, c'est à cause de sa perruche morde. »« Quoi? Sa perruche? » demanda Carole, confuse. « Oui, » expliqua Germaine en reprenant son ménage. « Il l'a trouvée raide morte ce matin dans sa cage. Il doit être triste, le pauvre homme. À son âge, perdre une perruche ou un ami de longue date, c'est un peu la même chose, sauf que la perruche ne se plaint pas de ses rhumatismes. » Peu de temps après, le docteur Lépine fit son entrée. C'était un homme qui respirait l'assurance et les honoraires élevés. Il s'approcha des Adélard avec une mine de circonstance. Le mal, là, ça part dans les épaules puis ça descend le long de la colonne, expliquait Germaine au médecin en mimant le trajet de la douleur sur son propre corps. Le docteur l'interrompit poliment. « Madame, je suis ici pour examiner votre beau-père, pas pour faire un cours des anatomies comparées. »« Prenez votre temps avec lui, docteur, » lança Germaine en s'éloignant vers la cuisine. « Il n'est pas pressé. Il n'a pas de rendez-vous galant avant vendredi, et encore, c'est si le bon Dieu est de bonne humeur. » Adélard regarda le médecin avec des yeux de merlan frit. « Est-ce que tu es prêt à mourir, Adélard » demanda Germaine depuis la pièce à côté. « Oui, » répondit le vieil homme, « ce sera fait vendredi, j'y ai déjà tout prévu. » Le docteur Lépine, un peu décontenancé par l'humour noir de la famille, commença son examen.
Il va falloir des tests plus approfondis, conclut-il après quelques minutes. Des tests, demanda immédiatement Germaine, et l'oreille tendue. Ça va-t-il coûter cher, ça encore? Oui, répondit le médecin. Je vais avoir besoin d'un échantillon de ses selles et de son urine. Germaine se tourna vers Adélard, traduisant à sa manière. Qu'est-ce qu'il dit? Demanda le vieil homme qui n'avait pas tout saisi. Il veut tes bobettes, Adélard. Il veut analyser ton héritage. Cria Germaine. La suite de la visite fut une succession de quiproquos. Le docteur tenta de prendre la température du grand-père, mais la communication entre les trois personnages était pour le moins laborieuse. Monsieur Lebrun, il faut que vous gardiez la bouche fermée quand je vous mets le thermomètre, expliquait le docteur. Moi, mon mari me demandait exactement le contraire, voyez-vous. Intervint Germaine avec un clin d'œil malicieux au médecin. Le docteur Lépine soupira, comprenant qu'il ne sortirait pas indemne de cette maison. Je vais devoir prendre sa température rectale, Madame Lebrun. Pouvez-vous m'aider? Avec plaisir. S'exclama Germaine. Adélard, prépare-toi, le docteur va te faire une petite surprise. Attention, c'est pour ton bien. Entre les cris de surprise du grand-père, les rires étouffés de Germaine et le sérieux imperturbable du docteur, la scène ressemblait à une pièce de boulevard mal répétée. Une fois l'examen terminé, le docteur se prépara à partir, non sans avoir dégusté un café que Germaine lui avait offert avec une insistance suspecte. « Oh mon Dieu !» s'exclama Germaine en regardant Adélard une fois le médecin parti. « Tu devrais te voir dès ici, grand-papa. Avec tes fesses à LR, on dirait une grosse pomme au caramel oubliée sur le comptoir. » Adélard tenta de reprendre sa dignité en ajustant sa chemise de nuit. « Arrange-toi un peu, voyons. Asseois-toi là, et reste tranquille. » Mais alors qu'il s'asseyait, un bruit suspect se fit entendre. « Monsieur Lebrun? Qu'est-ce que c'est que ça? » s'écria le docteur qui cherchait son thermomètre. « Ah? Ben là, grand-papa, on va jouer à la chasse au trésor. » s'exclama Germaine en éclatant de rire. « Je pense que ton thermomètre a disparu dans la cavité secrète. » Le docteur Lépine, paniqué à l'idée de perdre son instrument de travail, commença à parler des urgences et des explorations de cavités. Pour Germaine, c'était le comble du comique. Elle imaginait déjà les gros titres du journal local. « On va forer pour trouver des gaz de schiste. » Lança-t-elle au docteur qui s'enfuyait presque. « Au revoir docteur. À très bientôt j'y espère. » Elle se tourna vers Adélard, le doigt pointé vers lui. « Grand-papa, tu t'en vas à l'hôpital, et tu ne reviens pas tant que tu n'as pas rendu le matériel au docteur. » Chapitre 4. L'annonce des fiançailles de Bruno et Geneviève agit sur la maison des Lebrun comme un coup de vent frais dans une piste trop longtemps restée close. Bien sûr, Germaine ne pouvait pas s'empêcher de marmonner que le mariage était une institution bravement choisie par ceux qui n'avaient pas peur du danger, mais au fond d'elle, une lueur de satisfaction brillait. Elle avait gagne, son fils restait dans le giron familial, même si c'était avec cette Geneviève qu'elle qualifiait toujours, avec une affection très relative, des écœurantes. Le lendemain de la séance de psychothérapie désastreuse, l'atmosphère entre Germaine et Carole était encore chargée des électricités statiques. Carole évitait le regard de sa mère, tandis que Germaine faisait mine de ne plus pouvoir utiliser son bras gauche, le tenant de manière dramatique contre son sein chaque fois que sa fille entrait dans la cuisine. C'était une guerre froide où les armes étaient les soupirs et le bruit des assiettes que l'on pose un peu trop fermement sur la table. Pourtant, Germaine n'était pas femme à rester sur un échec. Elle savait que pour reconquérir Carole, elle devait puiser dans son arsenal de maman. Elle attendit que Carole soit installée au salon avec ses livres pour s'approcher, sans badge cette fois, mais avec une feuille de papier froissée à la main. Elle la posa sur la table de chevet de sa fille, feignant de s'intéresser à une tache imaginaire sur le tapis. Carole jeta un œil distrait sur le papier. C'était un numéro de téléphone. Celui de Tommy Lancet. La surprise lui coupa le sifflet. Germaine expliqua alors, d'un ton détaché, qu'elle avait appris au cours de son cours de yoga, par l'intermédiaire de Margot,
que Tommy était de nouveau seul. Sa femme l'avait quitté 2 ans auparavant, le laissant avec 2 jeunes enfants à élever. Germaine, pour une fois, mit de côté son sarcasme pour souligner à quel point il était difficile d'élever des enfants seuls, une expérience qu'elle connaissait mieux que quiconque. Ce geste, aussi maladroit qu'il soit, était la branche des oliviers de Germaine. Elle offrait à sa fille une chance de réécrire le passé, ou du moins de l'affronter. Carole leva les yeux vers sa mère et vit, derrière le masque de la concierge acariâtre de Bronzeville, la femme qui s'était sacrifiée pendant des décennies pour que sa fille ne manque de rien. Les larmes montèrent aux yeux de Carole, et le pardon, tacite mais profond, scella leur réconciliation. Pendant ce temps, Grand-Papa, de retour de l'hôpital après l'incident du thermomètre, semblait avoir retrouvé une seconde jeunesse, ou du moins une première vieillesse très agitée. Il passait ses journées à remplir des formulaires de dons des organes, ce qui rendait Germaine folle de rage. Elle lui criait que personne ne voudrait aider un foie qui avait connu la Grande Dépression et aider un cœur qui s'arrêtait chaque fois qu'on changeait de poste de télévision. Mais le vieil homme souriait, heureux de savoir qu'il avait encore quelques morceaux de valeur à offrir au monde. La journée se termina dans la cuisine, où tout le monde finit par se retrouver. Carole, tenant le taser de Margot qu'elle devait recharger, expliqua à sa mère que la lumière verte signifiait que l'appareil était prêt. Germaine, fascinée par cette technologie moderne de Defense, se demanda à voix haute si elle ne devrait pas l'utiliser sur les clients qui tâtaient ses bananes aux marches. En regardant ses enfants et son beau-père, Germaine Lebrun ressentit une forme de paix inhabituelle. Elle n'était ni une simple ménagère, ni une femme des affaires impitoyables. Elle était une maman. Et dans le dictionnaire personnel de Germaine, être une maman signifiait être à la fois le juge, le jure, et l'avocat de la défense et parfois le bourreau, mais toujours avec l'intention de garder la meute unie. Elle se dit que la vie, après tout, ressemblait beaucoup à son ménage, on frotte, on s'épuise, on crie contre la poussière, mais à la fin de la journée, on est bien content d'y avoir un toit solide sur la tête, même s'il est habité par une bande de fous. Elle se parla à elle-même une dernière fois avant d'éteindre la lumière de la cuisine, se rappelant que Tommy la lancette restait quand même un petit vaurien, mais que si cela pouvait rendre Carole heureuse, elle ferait l'effort de ne pas l'électrocuter tout de suite. La nuit tomba sur Bronzeville, calme et prête pour les nouvelles aventures de la famille Lebrun. Chapitre 4 – Le sommet de la paix et les étiquettes de la discorde. Le jour de la rencontre tant attendue arriva avec une tension palpable qui semblait faire vibrer les murs de la maison. Carole, fidèle à son rôle de médiatrice improvisée, avait insisté pour que tout le monde porte de petites étiquettes avec son prénom, une idée qu'elle avait puisée dans ses manuels de dynamique de groupe. Pour Germaine, c'était le comble du ridicule. Elle n'avait pas besoin d'une étiquette pour savoir qu'elle était la matriarche de cette demeure, ni pour identifier son fils ou la femme qui essayait de le lui enlever. Geneviève entra dans la cuisine avec une assurance qui fit immédiatement dresser les cheveux sur la tête de Germaine. Elle portait un tailleur élégant, contrastant avec le tablier fleuri de la maîtresse des lieux. Carole, tentant de briser la glace, commença par expliquer les règles de la séance de psychothérapie familiale. Elle parla de communication non violente, d'écoute active et de respect des limites. Germaine l'écoutait avec un sourire en coin, se demandant intérieurement si ces théories modernes pouvaient vraiment remplacer une bonne discussion franche autour d'une tasse de café noir. La séance commença par une question de Carole sur la cause des tensions entre Bruno et Geneviève. Germaine ne put s'empêcher d'intervenir dès la première seconde, comparant la procédure de sa fille à un atterrissage d'avion sans pilote. Elle s'indignait du fait que l'on accorde autant d'importance à des étiquettes alors que les vrais problèmes restaient ignorés. Geneviève, de son côté, finit par exploser. Elle exprima son ras-le-bol face à l'omniprésence de Germaine,